Oui, ben bonjour à tous, à toutes. Merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Donc, on va revenir sur quelque chose de très, très concret. Donc, on revient plus un peu en santé environnementale et je vais vous présenter là, les travaux qui ont été effectués au Québec dans le cadre d'un projet en collaboration entre l'Institut national de recherche scientifique et l'Institut national de santé publique du Québec, où on voulait utiliser des modèles d'IA pour prédire les effets de la chaleur extrême. Donc, suivant. Donc, on sait que la chaleur extrême a des impacts très, très importants sur la santé. On peut se rappeler là, en 2003, la vague de chaleur qu'il y avait eu en Europe et en France, qui avait fait près de 70 000 décès en Europe et 15 000 en France. Au Québec ou au Canada, malgré qu'on est un pays plus nordique, on a quand même eu deux vagues de chaleur très importantes en 2010 et en 2018 qui ont causé toutes deux plus de 200 décès. Et récemment, là, dans l'ouest du pays, où je me trouve en Colombie-Britannique, il y a eu un dôme de chaleur très, très important qui a tué près de 700 personnes dans la communauté, ce qui en fait l'événement météorologique le plus meurtrier de l'histoire du Canada. Donc, suivant, on veut vraiment tenter d'utiliser des modèles d'IA ou d'apprentissage automatique pour mieux comprendre les effets de la chaleur sur la santé et tenter de développer des modèles de prédiction. Donc, dans le cadre du projet, on a utilisé l'IA de trois façons différentes. La première, c'était de... on retourne, s'il vous plaît. Donc, la première, c'était vraiment de tenter de modéliser la mortalité lors des vagues de chaleur avec un cas d'étude pour la région de Montréal. Ensuite, on a regardé comment l'IA pouvait nous aider à définir les variables les plus importantes pour développer des nouveaux systèmes d'alerte précoce à la chaleur. Et finalement, on a développé un modèle qui couvrait l'ensemble du Québec pour faire la surveillance régionale des impacts potentiels de la chaleur sur la santé. Donc, suivant. Donc, avant de vous parler des trois applications, je voulais faire un petit aperçu des modèles qui ont été utilisés. Donc, je ne vais pas beaucoup parler d'intelligence artificielle en tant que telle. Je vais plutôt me concentrer sur les algorithmes ou les modèles qui constituent l'IA, plus particulièrement les modèles d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond, ce qu'on appelle aussi le machine learning ou le deep learning. Donc, je n'ai pas tenté là, dans le projet de développer un système qui prenait des décisions automatiques là, à la place des autorités de santé publique. C'est plutôt de développer des outils à l'aide du machine learning et du deep learning pour essayer d'avoir des outils d'aide à la décision. Donc, suivant. Donc, on a utilisé trois grandes catégories de modèles dans le cadre de ce projet-là. Donc, des modèles d'apprentissage automatique basés sur les arbres, ce qu'on appelle les Decision Tree, Random Forest ou Gradient Boosting. On a utilisé aussi des modèles de réseaux de neurones plus ou moins profonds, donc des modèles plus classiques comme le Single Layer Perceptron ou le Multi-Layer Perceptron, mais aussi des modèles de deep learning beaucoup plus avancés de type récurrent, dont le Long Short-Term Memory. Et on a comparé nos différents modèles à des modèles statistiques plus classiquement utilisés en épidémiologie environnementale, que ce soit le modèle linéaire GLM ou les modèles non linéaires comme le GAM et le DLNM. Suivant. Donc, on voit qu'on a vraiment là, touché à une grande variété d'approches qui existent en machine learning que j'ai souligné en jaune sur cette slide ici. Évidemment, on n'a pas regardé là, des approches non supervisées ou des approches par renforcement. On est vraiment resté dans les approches d'apprentissage supervisé. On a vraiment tenté d'avoir une grande gamme d'approches qui existait pour ce projet-ci. Suivant. Donc, le premier exemple est vraiment la prédiction de la mortalité lors de vagues de chaleur. Donc, de voir si on peut entraîner un modèle d'IA qui permet de prédire quels impacts on peut s'attendre en termes de mortalité pendant des vagues de chaleur. Suivant. Donc, on a utilisé la région de Montréal, la région métropolitaine de Montréal au Québec, qui couvre près de 50 de la population. On a travaillé sur les mois de mai à septembre, qui sont vraiment là, les mois où on fait la surveillance de la chaleur au Québec, en tentant de modéliser là, les décès quotidiens et toutes causes. Comme je l'ai dit dans mon introduction, bien évidemment, ces décès-là sont beaucoup affectés par la chaleur. On a choisi là, différents prédicteurs qui étaient reliés à la température ressentie, donc différentes variables de température, d'humidité et de vitesse des vents. Tout ça considéré là, jusqu'à 7 jours avant l'observation des décès. Et aussi différentes variables de pollution de l'air, étant donné des effets potentiellement synergiques entre la pollution et la température. Et on a utilisé là, trois modèles statistiques, trois modèles basés sur les arbres et trois modèles de réseau de neurones. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous montrer un seul résultat ici, qui est lorsqu'on faisait nos prédictions de mortalité pour les 10 dernières années. Et on voit là, que chacune des lignes correspond à les prédictions d'un modèle, alors que chacune des colonnes correspond à une année de 2010 à 2019. On peut cliquer sur suivant. Donc, on voit vraiment très bien en 2010 qu'il y a certains modèles qui reproduisaient quand même très bien le pic de mortalité qui avait été observé à Montréal
On parle du modèle Decision Tree, Random Forest, Multilayer Perceptron, LSTM, GAM et DLNM. Par contre, cette période-là était dans l'entraînement de nos modèles. Donc, on est dans la période en jaune. Donc, c'est lorsqu'on entraînait nos modèles. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ces modèles-là vont être performants si on regarde seulement l'entraînement. Donc, on est allé voir dans la période en bleu de 2014 en 2019 et on voit très bien la vague de chaleur de 2018 avec une très grande surmortalité. Et là, on voit que les modèles qui performaient bien n'étaient pas nécessairement les mêmes. On voyait plutôt des modèles assez simples comme le Decision Tree et les modèles statistiques non linéaires GAM et DLNM performaient mieux. Donc, on s'est dit, là, on a fait un entraînement sur 20 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe si on entraîne nos modèles sur une plus grande période? Donc, suivant. Et là, on voit que les deux vagues de chaleur sont maintenant là, dans la période de validation. Et on voit que là, les performances des modèles se sont quand même accrues. Donc, on voit maintenant là, autant le Random Forest que le Gradient Boosting avoir des performances assez élevées, autant en 2010 qu'en 2018. Et toujours nos modèles statistiques non linéaires comme le GAM et le DLNM. Par contre, les modèles de réseau de neurones n'ont toujours pas très bien performé, potentiellement parce que ces modèles-là nécessitent encore plus de données pour avoir des bonnes performances. Donc, suivant. Donc, on a vu qu'on a pu quand même entraîner un modèle qui faisait la prédiction de la mortalité pendant des vagues de chaleur lorsque ces vagues de chaleur-là sont dans une période de validation. Ce qu'on s'est demandé ensuite, c'est quelles variables sont importantes pour bien prédire cette mortalité. Parce que pour l'instant, ce qu'on a inclus, c'était la pollution et majoritairement la température et l'humidité. Mais on voulait vraiment savoir quelles étaient les variables importantes. Donc, suivant. Donc, on a refait l'étude, mais cette fois-ci sur les deux plus grandes villes du Québec, donc Montréal et Québec, toujours en tentant de modéliser la mortalité. Mais plutôt que d'inclure toutes nos variables dans les modèles d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, on a créé 17 groupes différents de prédicteurs. Les groupes 1 à 9 étaient des groupes qui incluaient seulement des variables de température, donc que ce soit la température quotidienne moyenne, minimale ou maximale, ou des indices incluant l'humidité comme le point de rosée et l'humidex. Et ensuite, on a créé différentes combinaisons de groupes incluant la température, les variations de température, les variables météorologiques comme la précipitation ou l'humidité et la pression atmosphérique, et finalement nos variables aussi de pollution de l'air. On a choisi un nombre restreint de modèles pour cette application-là, qui était un modèle statistique non linéaire, nos deux modèles basés sur les arbres et deux modèles de réseau de neurones. Donc, c'est 5 modèles qu'on entraîne sur 17 groupes différents de prédicteurs pour 2 régions. Donc, ça fait quand même beaucoup de modèles à entraîner et beaucoup de résultats. Le but, c'est vraiment de voir lequel de ces groupes de prédicteurs-là va faire les prédictions les meilleures pour la mortalité et donc voir quelles variables peuvent être intéressantes pour développer de nouveaux systèmes d'alerte. Donc, suivant. Qu'est-ce qu'on a vu avec surprise, c'est que les groupes de prédicteurs qui incluaient seulement la température, donc les groupes 1 à 9, avaient des performances en validation, donc sur des données que les modèles n'avaient jamais vues, équivalentes à nos modèles qui avaient beaucoup plus de prédicteurs, donc qui incluaient soit les changements de température, la météo ou la pollution de l'air. Donc, on voit même pour Montréal qu'il y avait une diminution de la performance quand on regardait le R carré ou le mean absolute error en validation, alors que pour Québec, on avait un petit gain au niveau du MAE, mais ce gain-là n'était pas vraiment significatif. Suivant. Et ce qu'on a aussi regardé, c'est parmi ces groupes de prédicteurs-là, quelles variables de température donnaient les meilleures performances, encore une fois, sur la validation. On a vu pour Montréal plutôt des valeurs de température maximale ou moyenne quotidienne, incluant parfois la valeur de l'humidex, alors que pour Québec, on était plus sur des valeurs minimales ou moyennes, incluant encore une fois l'humidex. Et on voit que la température moyenne, qui est quand même la variable qui est souvent utilisée dans les études épidémiologiques, se retrouver là, dans le top 4 des variables avec les meilleures performances pour les 2 régions. Suivant. Donc, maintenant qu'on a cette nouvelle information-là, on a voulu développer là, un système un peu plus global, pas seulement pour Montréal et pour Québec, mais pour l'ensemble des régions du Québec et pour aussi l'ensemble des variables sanitaires, donc autant la mortalité que la morbidité. Suivant. Donc, on a travaillé sur les 15 régions sociosanitaires du sud du Québec, qui couvrent près de 99 de la population du Québec. Et c'est vraiment l'échelle où on a des directions de santé publique et des actions qui peuvent être mises en place. On a travaillé sur 9 indicateurs de santé différents, donc autant dans la population générale que dans la population 65 ans et plus, pour la mortalité, les hospitalisations, les visites aux urgences, les transports en ambulance et les appels à InfoSanté. Ce sont des indicateurs là, qui sont déjà suivis par la santé publique lors des épisodes de chaleur. On a utilisé différents prédicteurs météorologiques régionaux pour considérer les différences socio-économiques entre les différentes régions, mais aussi temporelles étant donné les tendances qui existent dans ces différents indicateurs de santé. Et on a considéré 5 modèles
Encore une fois, un modèle statistique, deux modèles basés sur les arbres et deux modèles de type réseau neurones. Et notre but, c'était vraiment de faire des prévisions à court terme de ces différents indicateurs de santé et voir si les modèles d'apprentissage automatique permettaient de faire ces indicateurs-là pour donner une information sur quels sont les effets potentiels de la chaleur sur ces variables-là à très court terme. Donc, suivant. On a vu lorsqu'on a regardé la performance des modèles en validation, donc avec un critère comme le R carré, que les modèles de type apprentissage automatique, apprentissage profond, donc les réseaux de neurones, étaient ceux qui performaient le mieux pour une majorité d'indicateurs de santé observés. Évidemment, les gains n'étaient pas toujours très, très significatifs. Là. Donc, pour la mortalité, on passe seulement de 11,5 à 13 alors que pour d'autres indicateurs comme les appels au 8 à 1, on passe de près de 60 à 80 avec les modèles de type réseau neurones. Et pour une majorité d'indicateurs, les performances en validation étaient plus grandes que 60 Donc, somme toute, des assez bonnes performances pour prédire là, ces effets-là à court terme de la chaleur sur la santé en période estivale. Suivant. On a vu aussi là, les mêmes résultats lorsqu'on regardait d'autres performances de validation, comme par exemple le mean absolute error. Donc, encore une fois, les modèles de réseau de neurones qui performaient le mieux pour une majorité d'indicateurs de santé observés. Donc, suivant. Donc, euh, on a vu que je pense que les modèles d'apprentissage automatique sont quand même un outil prometteur pour modéliser les impacts de la chaleur sur la santé. Par contre, le choix du meilleur modèle dépend vraiment de différents facteurs, notamment comment on valide les modèles, quels critères de performance on regarde, la quantité de données qu'on met dans nos modèles. Donc, ça va vraiment dépendre de différents facteurs. Donc, je n'ai pas un modèle à vous recommander aujourd'hui. Et on était quand même les premiers travaux de ce genre dans la littérature, donc il y a vraiment place encore à beaucoup d'améliorations. Et on pense que l'utilisation de ces approches-là peuvent aider à avoir une surveillance améliorée de la chaleur, que ce soit en choisissant les bonnes variables, en développant différents modèles de surveillance, que ce soit au niveau d'une variable, une région, ou de plusieurs variables et d'un ensemble de régions. Et dans les pistes futures, ben, on veut utiliser les modèles d'apprentissage automatique pour analyser les facteurs de vulnérabilité à la chaleur, notamment l'utilisation de médicaments, mais aussi des facteurs très, très micros comme les îlots de chaleur urbains. Suivant. Les trois applications ont été publiées là, dans différentes revues scientifiques. Donc, pour l'application 1, 2 et 3, vous verrez les références ici. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre écoute et aussi pour l'invitation. Et je ne sais pas si on aura du temps pour des questions parce on est un peu serré, mais n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse courriel ici présente si vous voulez me poser des questions ou si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et je remercie les différents partenaires financiers du projet. Merci beaucoup.